Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Saïd Hamadi Raos, président du comité de soutien au candidat Jean Lassalle pour les présidentielles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les candidats sont nombreux ici à Mayotte à avoir le comité de soutien. Vous soutenez Jean Lassalle. On parlera notamment de son programme. En ce qui concerne Mayotte, on vous nous dirait si des choses sont prévues. On parle de tout cela tout à l'heure avec vous, Raos. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la colère gronde du côté de la Guyane, on l'a vu avec ce comité qui s'est monté, qui aujourd'hui demande des comptes aux autorités. On en parlera plus amplement, voir notamment si des liens peuvent être faits avec ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Vous nous direz cela tout à l'heure, Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mardi 28 mars. La Guyane connaît actuellement un mouvement de grève générale sans précédent. Insécurité, chômage, éducation, santé, les problèmes rencontrés au sein de ce DOM sont nombreux et font écho à Mayotte. En effet, à l'instar du CODIM, certains promettent de suivre le même chemin que les Guyanais si les choses n'évoluent pas. Reportage. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers vient de publier un rapport intitulé 976 au-delà des frontières de la légalité. Rapport de mission à Mayotte, La Réunion. Un état des lieux de la situation à Mayotte qui met en lumière de nombreux dysfonctionnements et autres violations des droits. Explication. Prêt-à-porter, couture, lingerie, Maria d'Angèle est ce qu'on appelle une femme active. Après 12 années passées à travailler pour le groupe Sodifram, elle s'est lancée il y a 6 ans dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et même si elle rencontre des difficultés, sa détermination paraît sans faille. Focus sur cette entrepreneuse à la fin de cette édition. Et ce mardi 28 mars a été déclarée journée morte en Guyane. Depuis plusieurs jours, le département d'Outre-mer est confronté à un mouvement de colère sans précédent qui s'est transformé en grève générale. Par ailleurs, un collectif nommé les 500 frères contre la délinquance arpente les rues encagoulées afin de faire régner l'ordre en lieu et place des autorités. Le ras-le-bol atteint désormais son paroxysme et fait craindre un durcissement des actions dans les prochains jours. De quoi faire dire à certains que ce mouvement pourrait se propager à Mayotte au regard de la situation actuelle. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vinet. La Guyane vit actuellement des heures troublées. Les problèmes s'amassent depuis de nombreuses années et les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes. Une partie de la population de ce département outre-mer a donc décidé d'entamer un mouvement de grève générale qui n'est pas sans rappeler ce qu'ont connu Mayotte ces dernières années. Pour Elad Chakrina, les similitudes entre les deux DOM sont d'ailleurs nombreuses. La Guyane est département d'outre-mer depuis 1946, mais les problèmes de la Guyane sont similaires à ceux de Mayotte, puisque vous avez une population de 250 000 habitants, officiellement, 30% d'immigration illégale. À Mayotte, nous avons officiellement 212 000 habitants, même si nous sommes le double. 40% officiellement encore de population en situation illégale. Alors, à cela se rajoute le fait, évidemment, qu'il y ait des problèmes aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de l'insécurité. Puisque le problème aujourd'hui en Guyane, c'est que, en raison justement de cette forte pression migratoire, en raison également de ce sous-développement chronique, on assiste complètement à une offre de soins qui est complètement délabrée. Pour Mayotte, par exemple, nous avons actuellement 98 médecins seulement pour 100 000 habitants. À La Réunion, vous avez 279 médecins pour 100 000 habitants. En métropole, c'est 339. Donc on voit bien ici quand même qu'il y a un désert médical extrêmement important. Et évidemment, en termes d'insécurité, nous subissons également les mêmes situations. En effet, que ce soit en matière de chômage, de santé, d'éducation ou encore d'insécurité, les problèmes sont les mêmes et la colère n'est pas propre à la seule population guyanaise. À Mayotte, les membres du CODIM se disent d'ailleurs prêts à en venir à ce genre d'extrémité pour se faire entendre. Si le problème n'est pas résolu au plus rapidement possible, c'est le chemin sur lequel Mayotte va aller. C'est le chemin sur lequel Mayotte va aller tant que les problèmes ne seront pas résolus. Et moi, je pense que... Mais vous voyez mettre une cagoule et défiler dans la rue? Je suis prêt à faire pire que ça. Personnellement, je suis prêt à faire pire que ça. Au point où on est en état de désespoir. Quand je regarde, moi j'ai 3 enfants et je sais que la vie que je vis aujourd'hui, je me dis, elle est dure, elle est difficile et je sais que mes enfants vont vivre ça puissance 10.
Donc si je me bats pas aujourd'hui pour ça, si c'est pas une raison pour faire pire que ce qui a été fait en Guyane, à quoi bon ça m'aurait servi de faire des gosses? À quoi bon ça sert aux personnes à Mayotte de faire des gosses, sachant qu'ils vont aller au casse-pipe? Le risque d'un embrasement similaire n'est pas à exclure à Mayotte. En effet, malgré les nombreux cris d'alerte, les moyens alloués au département sont jugés insuffisants par une grande partie de la population. La solution, c'est pas celle-là, mais si maintenant je viens justement parler de cette situation, c'est parce que nous ne souhaitons pas arriver à de telles extrémités. Comment se fait-il que justement on soit obligé à un moment donné de mettre des cagoules pour se faire entendre par les autorités de la République? Ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous êtes un des départements les plus pauvres de France, que vous avez des milliers de problèmes, et que justement on considère que vous devez être une priorité, dans ce cas-là, il faut s'occuper de la priorité. Je rappelle juste une chose, c'est que la Guyane, c'est quand même 80 000 km², c'est là où il y a la fusée Ariane, ils ont de l'or, ils ont du pétrole, et pourtant c'est le département le plus pauvre de France. Le département le plus pauvre de France n'est pas la Guyane, mais bel et bien Mayotte. À quelques semaines des présidentielles, tous les candidats vont devoir prendre la mesure de cet état de fait, mais également de la colère qui en résulte. Alors Pierre, les choses ne sont pas simples du côté de la Guyane. On a vu une situation qui est même remontée, qui a été relayée au niveau national, chose qui quand même est assez étonnante. Oui, enfin, c'est toujours le cas, on se souvient, lors de la dernière grève générale à Mayotte, les médias nationaux avaient mis très longtemps avant de s'emparer du sujet. Il avait fallu qu'il y ait les émeutes, on se souvient, les fameuses émeutes, ces bandes rivales qui s'étaient affrontées entre Cavani, Mtsapéré, c'était vraiment très violent. Et là, il y avait eu, alors on se souvient, l'AFP avait tweeté par erreur un mort à Mayotte suite à des émeutes. Et là, tous les médias nationaux se sont emparés de la problématique. Parce que les problèmes en Guyane, ils sont pas nouveaux. Comme ils sont pas nouveaux à Mayotte. Ce sont les mêmes depuis de nombreuses années. Les gouvernements se sont succédés. Les problèmes n'ont pas été résolus. Et pire encore, ça s'est aggravé. Les situations dans ces deux départements n'ont fait que s'aggraver. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général qui mène à ces extrémités. Puisque c'est terrible quand même ce qu'on voit. On voit des personnes qui sont cagoulées dans la rue et qui sont là pour défendre la population et qui disent maintenant nous allons prendre le relais des autorités puisqu'elles ne font pas leur travail. Et elles n'assurent plus notre sécurité. Nous sommes plus dans un état de droit et maintenant c'est à nous de nous faire justice nous-mêmes. C'est terrible et c'est terrible qu'en face il n'y ait pas de réaction. Parce que il fallait s'y attendre qu'à un moment donné ou à un autre, en Guyane, ça explose, étant donné la situation. Voilà, c'est le terrible constat, et puis en face, on a l'impression que ça ne répond pas. Est-ce que justement, ce tapage médiatique qui en est fait, ce n'est pas aussi lié à la campagne présidentielle actuelle ? Pour faire réagir les candidats ou pour avoir... Oui, mais il va surtout falloir que les candidats, effectivement, ils prennent en considération les Outre-mer, qui dans leur programme, ils incluent ces territoires, qui sont des territoires qui bien souvent sont plus pauvres, où les difficultés sont bien plus nombreuses. Alors, les candidats parlent toujours des Outre-mer, ils ont toujours dans leur programme effectivement des mesures, mais en Outre-mer, c'est des milliards d'euros qu'il faut pour effectivement rattraper dans un premier temps, et puis ensuite développer lorsque le rattrapage sera fait. Et Mayotte, c'est le cas. Il faut déjà rattraper rapidement et ensuite développer. Les deux vont ensemble, bien entendu, mais tant qu'il n'y aura pas ce rattrapage, ça sera très compliqué. Et puis, bien entendu, il y a des questions essentielles, la question d'immigration, bien entendu. Alors, tous les candidats parlent d'immigration, mais effectivement, tous n'ont pas les mêmes méthodes pour régler la problématique. Et puis surtout, ça reste quand même très très flou en termes de mesures. On nous dit qu'il va y avoir plus de personnel, notamment au niveau pour l'interception, plus de bateaux, mais il n'y a pas vraiment de concret à chaque fois. Donc ça, c'est très problématique. Ce qui est problématique aussi, c'est qu'on va le voir dans le prochain sujet, ce rapport accablant, parce que c'est aussi ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, en Guyane comme à Mayotte, il y a énormément d'immigration, une immigration qui pose problème, parce que les personnes arrivent dans une situation de précarité extrême, ils le restent, puisque le territoire ne peut rien leur offrir, et effectivement, beaucoup tombent dans la délinquance, une délinquance de survie, et ça c'est une vraie problématique. On va le voir dans le prochain rapport qui effectivement est accablant par rapport aux droits de l'homme et par rapport à la France et à son idéal démocratique, son idéal républicain. Donc voilà, c'est tous ces problèmes que les autorités et que les gouvernements successifs n'ont pas réglés, vont devoir le faire. En tout cas, vraiment cette présidentielle, bien sûr, qui profite de cette campagne pour se faire entendre, mais leurs problèmes ne sont pas nouveaux, et c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ne croient plus
en la politique. Ils ne croient plus en ces élus qui viennent, qui font des discours et puis qui derrière ne font pas véritablement changer les choses. Donc voilà, cette problématique de l'embrasement, effectivement. Parallèle avec Mayotte, justement, est-ce que ça risque d'être contagieux, ce moment risque de s'étendre et puis les Mahorais prendre également exemple sur ce qui se passe, pensez? Il ne faut pas le souhaiter puisque c'est quand même très dangereux ce qui se passe en Guyane pour la paix sociale. Il ne faut pas du tout le souhaiter. On espère que vraiment il va y avoir une réaction avant. Alors on voit bien que là ça tergiverse beaucoup. On est très proche d'un changement de président de la République. Il y a des législatives qui vont suivre, donc d'un changement de gouvernement. Donc effectivement c'est un peu compliqué. On le voit que là au niveau des ministres, notamment du Premier ministre Bernard Cazeneuve, ils savent pas trop comment gérer cette crise parce que ils s'en vont bientôt, parce que c'est compliqué de faire des promesses lorsqu'on s'en va dans un mois. C'était avant qu'il fallait les faire. Alors il y a bien eu cette loi égalité réelle, bien entendu, mais pourquoi n'est-elle pas arrivée au début du mandat? Et puis, bien entendu, il faut pas aussi toujours parler que du Parti socialiste qui était en place, parce qu'avant il y a quand même eu des politiques qui ont été mises en place. Les 5 années, c'était l'UMP à l'époque. Et puis, la situation ne s'est pas arrangée en Guyane. Donc voilà. Aujourd'hui, la population est très en colère, que ce soit en Guyane, que ce soit à Mayotte. Il faut prendre la mesure de cette colère, parce qu'effectivement, il y a des risques d'embrasement. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et on suivra bien sûr la situation que ce soit en Guyane ou alors bien sûr ici sur notre territoire à Mayotte. Et on continue à présent avec ce rapport de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. La structure qui a toujours porté une attention toute particulière à la situation en Outre-mer vient en effet de publier un rapport intitulé 976 au-delà des frontières de la légalité, rapport de mission à Mayotte, La Réunion. Elle y présente ainsi les résultats de la mission exploratoire qu'elle a réalisée en mars 2016. Pour ce qui concerne Mayotte, il ressort de multiples dysfonctionnements liés notamment au régime dérogatoire applicable aux personnes étrangères. Souhaitant en savoir davantage sur le contenu de ce rapport, nous avons donc contacté Laure Palin qui a pris part à l'élaboration du document. Les précisions dans ce sujet signé Adèle Laurent. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers vient de publier un rapport intitulé 976 au-delà des frontières de la légalité. Dans celui-ci, il présente les résultats de la mission exploratoire réalisée en mars 2016, dont a fait partie Laure Palin. Un état des lieux de la situation à Mayotte qui met en lumière les dysfonctionnements liés notamment pour l'association au régime dérogatoire applicable aux personnes étrangères et qui dénonce les violations de leurs droits, notamment celles privées de liberté. L'association alerte également sur la situation des mineurs. En effet, selon l'organisme, sur les près de 20 000 étrangers privés de liberté avant d'être renvoyés à la frontière chaque année, 5 000 sont mineurs et ce n'est pas rare que ceux-ci soient rattachés arbitrairement à des adultes non titulaires de l'autorité parentale avant d'être expulsés du territoire. L'enfermement des mineurs est contraire à différentes prescriptions et recommandations des instances nationales et internationales. On a assisté également en 2016 à la condamnation de la France pour le placement en rétention de mineurs accompagnés de leur famille par la Cour européenne des droits de l'homme. Or, à Mayotte, il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont enfermés chaque année et qui sont renvoyés. Le rattachement aléatoire des mineurs à des adultes est clairement illégal en fait. Et du coup, toute la procédure qui en découle est illégale à notre sens. Enfermement et renvoi des mineurs isolés étrangers, absence de recours suspensif contre les décisions d'éloignement, refus d'enregistrement de demande d'asile, traitement accéléré des procédures, l'ANAFE dénonce des dysfonctionnements et des violations des droits des étrangers à Mayotte. Il y a un régime dérogatoire qui est appliqué à Mayotte en matière de droits des étrangers et de droit d'asile. Et du coup, le CESEDA, donc le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'applique pas de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national. Et du coup, nous dénonçons l'application de ce régime et nous demandons à ce qu'il soit mis fin. On demande que les autorités, que ce soit au niveau national ou local, amènent une réponse humaine, solidaire et immédiate, ainsi que respectueuse des droits humains pour les personnes
étrangères qui arrivent à Mayotte et notamment les personnes plus vulnérables, donc les personnes privées de liberté, les demandeurs d'asile, les personnes malades, les femmes enceintes ou les mineurs. L'ANAFE recommande à l'administration et aux législateurs d'étudier la situation de chaque personne se présentant aux frontières, de respecter la procédure d'asile, de mettre fin à l'enfermement des mineurs, qu'ils soient accompagnés ou isolés, ainsi que de la pratique des rattachements aléatoires des mineurs auprès d'une personne non titulaire de l'autorité parentale. Il recommande également la fin du régime dérogatoire en matière de droit des étrangers et de droit d'asile, la réforme de la procédure applicable en zone d'attente, mais aussi l'égalité réelle pour tous et dans tous les services administratifs de l'État. Il demande également que l'administration permette à la société civile et aux associations d'exercer réellement leur droit de regard dans les lieux privatifs de liberté, conformément aux dispositions européennes. Vu les échéances politiques, à la fois présidentielles et législatives, nous espérons bien que les autorités se saisiront de nos recommandations et mettront un terme aux violations des droits humains qui sont perpétrées à l'heure actuelle. Il incombera donc au nouveau gouvernement de prendre en charge ce dossier. Affaire à suivre. Et à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la rédaction de KTV a décidé de se pencher sur les 11 candidats qui se présentent pour occuper le palais de l'Élysée en mai prochain. Car si certains sont bien connus et ne cessent de faire la une de l'actualité, d'autres sont moins médiatisés. C'est notamment le cas du candidat Jean Lassalle, cet ancien membre de l'UDF et du MoDem, aujourd'hui sans étiquette. À 61 ans, celui qui veut, je cite, retaper la France se présente avec un programme de centre-gauche et des idées inspirées du Conseil national de la résistance qui, rappelez-vous, avait combattu le régime de Vichy. Le point sur ce candidat atypique dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Un berger à l'Élysée, c'est le livre-programme du candidat sans étiquette Jean Lassalle, paru en octobre 2016. Âgé de 61 ans, ce candidat béarnais atypique, devenu maire à l'âge de 21 ans, y évoque le nouveau contrat social qu'il souhaite mettre en place s'il est élu président de la République. Pour ce faire, Jean Lassalle s'inspire du Conseil national de la résistance et souhaite attirer toutes les forces politiques, du Parti communiste au Parti Les Républicains, en passant par les Verts. Sur la question de l'écologie, cet amoureux de la nature souhaite ainsi entamer la transition énergétique en remplaçant le nucléaire et le pétrole par des énergies renouvelables. Selon lui, les forces conjuguées du soleil et des marées suffiront à remplacer les deux énergies précédemment citées. En matière d'économie, Jean Lassalle envisage de libérer la France du joug terrifiant de la dictature financière, lui qui dénonce l'argent, la financiarisation du monde, la perte de la place de l'homme et les délocalisations d'usines. Pour cela, il souhaite un moratoire sur la dette ou encore des nationalisations partielles des plus grands acteurs économiques, afin qu'ils ne soient plus contrôlés par des fonds de pension étrangers. Celui qui veut retaper la France envisage également de redonner du pouvoir aux communes, tout en revenant à une Europe des nations. En matière d'éducation, Jean Lassalle souhaite développer l'apprentissage bien avant 16 ans et revoir le tronc commun des cours en proposant des classes spécialisées pour les artistes ou les sportifs afin d'entretenir le goût d'apprendre. Il veut par ailleurs rétablir le service national, civil ou militaire, tout en se désengageant militairement des opérations extérieures actuelles. Sur ce point, sa politique étrangère sera une politique axée sur la paix. Il souhaite notamment un rapprochement avec les pays les plus pauvres et notamment l'Afrique, en affirmant, je cite, aujourd'hui un néocolonialisme économique pille les matières premières, en achetant les classes dominantes laisse des centaines de millions de gens dans la misère, exacerbant une violence meurtrière, sapant au final les fondements même des sociétés et des États. Le malheur pousse sur les routes de l'exil des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Je veux ouvrir une nouvelle époque dans notre relation avec l'Afrique. Nous conclurons avec les pays d'Afrique qui le souhaiteront des traités équilibrés qui excluront le pillage et le détournement de leurs ressources. Son programme initial tend donc à gauche, même si l'ensemble des mesures ne sont pas encore connues. En effet, un livre doit paraître prochainement, afin d'en savoir plus sur la budgétisation de ses idées. En attendant, Jean Lassalle a annoncé qu'il se voyait face à Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle.
Alors justement, le candidat Jean Lassalle qui a son représentant ici, en tout cas celui qui est à la tête du comité de soutien du candidat, Raos, on vient d'entendre quelques points du programme de Jean Lassalle. Aujourd'hui, qu'en est-il de Mayotte? Avant de parler du programme de Jean Lassalle pour Mayotte, beaucoup de Mahorais s'interrogent sur le fait que je puisse être son représentant. Voilà la question. On allait y venir. Mais on commence par le commencement. Et d'après le film qu'on venait de montrer, vous voyez des similitudes entre Jean Lassalle, qui est une personnalité honnête, franc et lucide. C'est ce que je propose aux Mahorais depuis 1997. Jean Lassalle a été maire. Il connaît les problèmes du quotidien. Et puis il a été député. C'est militant, un homme simple. Donc, comme moi aussi, je ne suis pas un homme d'appareil, comme lui, il était à l'UDF, mais il n'a pas supporté certains agissements, et il a claqué la porte. Il se présente comme candidat sans étiquette. Justement, là, vous faites état de qualité personnelle. Est-ce que cela suffit à faire de lui un candidat, un présidentiable pour la France, notamment? Donc aujourd'hui, on parle de son programme, en dehors de ce que vous venez d'évoquer. Non. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de son programme. Vous êtes quand même Attendez, son représentant. oui, mais ce n'est pas mon rôle. Les Mahorais ne connaissent pas Jean Lassalle avec moi. Ils l'ont connu avec Abdoulatifou, du MODEM. C'est le principe des comités de soutien, de soutenir les Oui, candidats. mais nous sommes là pour... il faut d'abord commencer par l'explication. Il n'est pas connu. C'est pas Macron où tout le monde... Chacun aura le loisir après de s'intéresser à son parcours. Mais oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que Jean Lassalle n'a pas, comme le disait votre confrère, la possibilité, n'a pas eu la possibilité de s'exprimer plus longuement, et vous voulez que je parle à sa place. Donc, je dis tout d'abord que Jean Lassalle n'est pas un inconnu à Mayotte, par comparaison à Macron. Peut-être Macron est un financier, peut-être Macron a fait la une, mais Jean Lassalle a foulé le sol de Mayotte, et les qualités personnelles sont très importantes pour briguer la présidence. Parce que si on n'est pas capable de s'acheter soi-même ses costumes, on veut que ce soit quelqu'un d'autre qui doit les acheter. On va revenir. Non, restons sur ces bons candidats. Donc, ceux-là même qui nous ont menti. Parce que M. Fillon, quand il était Premier ministre, moi j'étais aux affaires. Il a fait de la politique contre, pas pour. Non mais attendez, il nous avait proposé des millions en contrat de projet. En 2005, les problèmes qu'on a évoqués ce soir en Guyane s'étaient posés à Mayotte, à Amuro. Il y a eu le problème de l'immigration. Donc ces problèmes n'ont jamais été traités par les gouvernements successifs de la droite dans laquelle Jean Lassalle participait aussi. À un certain moment, il s'est désengagé parce qu'il se sentait floué. Ça, c'est important que les Mahorais comprennent ça d'abord. Alors, on va justement, comme vous vous sentez résolu, vous semblez résolu à ne pas répondre à ma question sur le programme de Jean Lassalle, on va revenir sur votre candidature. Vous êtes candidat pour les législatives. Alors, Jean Lassalle l'a évoqué, il se voit au second tour avec Marine Le Pen. Alors, si Jean Lassalle gagne, qu'en sera-t-il? Jean Lassalle ne gagnera pas ces élections. Il le sait lui-même comme moi je le sais. Il y a des gens qui croient être capables de... Moi, je suis un homme libre. Je ne suis pas un encarté du Béarn. J'ai été contacté pour représenter le candidat. Mais j'ai mon propre parti. Et Jean Lassalle n'a pas signé avec le Parti social mahorais une plateforme de travail. C'est une démarche personnelle. Je le représente parce que c'est une personne honnête. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas qui sera élu. Donc je ne suis pas dans la politique fiction. Quelle que soit la personne qui sera élue, cette personne va avoir une majorité parce que c'est la 5e République qui le décide. Donc aujourd'hui, Jean Lassalle, comme Macron, comme Fillon, comme Le Pen, ont tous les mêmes chances, même s'ils n'ont pas les mêmes possibilités d'apparition à la presse. C'est un soutien que vous apportez sans réelle conviction, Raoult. Non,
Non, vous ne voulez pas accepter les convictions. Les convictions, c'est quoi? C'est d'abord la personne. Ce n'est pas un voleur, à la différence de certains qui sont mis en examen. Quand on est mis en examen et qu'on avait dit que si nous sommes mis en examen, nous ne serons pas candidats, il faut avoir une parole. Parce que c'est ce manque de politique et moralité, en fait, clairement. Mais ça a toujours été comme ça. Quand on n'est pas quelqu'un de moral, une personne digne, on ne peut pas aller au suffrage. Et le Parti social maorais et son président sont dignes. Et nous souhaitons que les élus, les candidats, puissent montrer l'exemple. Moi-même, j'ai été maire et aujourd'hui, ça fait 20 ans d'engagement politique. Je n'ai jamais été mis en examen, ni alors que j'ai occupé des fonctions importantes. Donc, j'ai pas envie que des voleurs me salissent aussi. Donc, Jean Lassalle aussi, et comme ça. Voilà pourquoi j'ai accepté de le soutenir. Mais, telles que les choses sont organisées, vous n'allez pas me faire mentir à la population comme les autres. Et le dimanche du 23 avril, venir dire « Oh, mais Raoult, vous étiez là, vous avez dit que Jean Lassalle allait gagner. » Il ne gagnera pas du tout, il le sait très bien. Et toi aussi, tu le sais. Et tout le monde le sait. Je n'en sais rien encore. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et j'espère pouvoir revenir avec vous sur ce point, notamment avec plus d'éclairage sur ce programme, celui de Jean Lassalle. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce mardi 28 mars. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Durant son meeting à Dzaoudzi, l'abattoir, Emmanuel Macron a vivement attaqué la présidente du Front National, Marine Le Pen, l'accusant d'avoir menti aux Mahorais en leur promettant la fin de l'immigration clandestine. Invitée d'Europe 1 hier matin, la candidate d'extrême droite a répondu, je cite, « C'est un laxiste, un immigrationniste ». Il est d'ailleurs allé féliciter Madame Angela Merkel, la chancelière allemande, du 1,5 million de migrants qu'elle a accueillis. « Moi je suis opposé à l'immigration clandestine que subit Mayotte puisqu'il était à Mayotte. On peut régler le problème de l'immigration clandestine. Pour ça, il faut avoir des frontières, supprimer les pompes aspirantes de l'immigration, arrêter avec le droit du sol, l'accès au logement pour les clandestins, l'aide médicale d'État et l'intégralité des aides sociales qui font que la France est une destination privilégiée pour les clandestins. » Marine Le Pen affirme donc posséder la recette miracle pour stopper l'immigration clandestine, elle qui se refuse par ailleurs à mettre en place une coopération régionale avec l'Union des Comores. Alors que les médecins urgentistes du département tirent la sonnette d'alarme en raison de conditions de travail devenues inacceptables, de nouveaux chiffres prouvent que Mayotte est bel et bien un désert médical. En effet, selon le rapport de l'adresse, au 1er janvier 2016, on recense en France 34 370 opticiens lunetiers en activité, tous statuts, mode d'exercice et secteurs d'activité confondus. Au 1er janvier 2016, la densité d'opticiens en France est de 52 pour 100 000 habitants. On observe la plus forte densité dans le département de Paris intramuros, 110 pour 100 000 habitants. Elle est plus du double de la moyenne nationale, très loin devant Mayotte. Avec une densité de 4 pour 100 000 habitants, l'île aux lagons se retrouve derrière la Guyane, qui enregistre une densité de 17 pour 100 000 habitants. Un chiffre qui en dit long sur l'attractivité du 101e département de France, qui peine encore et toujours à attirer du personnel médical. En Chiabamana, la maire de Sada compte bien développer sa commune grâce à la coopération régionale. À ce titre, elle était à La Réunion il y a quelques jours afin de rencontrer Thierry Robert et de profiter de son expérience pour construire la première piscine municipale du département à Sada. Mais son ambition ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également signé une convention avec le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoulet. Il s'agit d'un accord tripartite entre les villes de Saint-André, Sada et le CNFPT. Ce projet de coopération repose sur 4 objectifs principaux, avec notamment la formation des agents au CNFPT et un accompagnement renforcé à travers des stages d'immersion dans la ville de Saint-André. Cette collectivité qui a plus d'expérience pourra ainsi permettre aux agents de Sada de s'ouvrir aux outils de travail de leurs homologues réunionnais. Selon Anchi Abamana, je cite, « Je suis convaincu qu'à travers une vraie coopération entre nos collectivités, Mayotte trouvera le chemin du développement, en profitant de l'expérience de l'île de la Réunion. »
Et on termine cette édition avec le portrait de cette entrepreneuse qui s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant 6 ans, Maria. À l'occasion de la semaine des TPE dont le coup d'envoi a été lancé hier, nous nous sommes intéressés à son parcours. Et autant dire que depuis son arrivée à Mayotte dans les années 2000, en provenance d'Allemagne, elle en a fait du chemin. À la tête de chez Maria, sa très petite entreprise, une boutique en l'occurrence, est située à Mamoudzou. Elle y propose des vêtements sur mesure, de la lingerie ou encore du prêt-à-porter. Un portrait signé Sony Chamsidine. Vivre de sa passion, c'est désormais l'objectif de Maria. Retraitée après notamment 12 années en tant que chef de rayon d'une moyenne surface, Maria est aujourd'hui à la tête d'une boutique de prêt-à-porter et de couture sur mesure au sud de l'île. La couture, un retour à ses premiers amours. J'ai commencé à apprendre à coudre à partir de l'âge de 4 ans avec ma mère qui fabriquait des tapis avec des tissus recyclés, c'est-à-dire qu'elle découpait les vieux vêtements, vieux draps, vieux rideaux en bandes et elle tissait ces bandes pour faire des tapis. C'est une tradition en Allemagne et j'ai appris à coudre les vêtements avec ma grand-mère qui était tailleur. Et donc, c'était mon rêve quand j'étais jeune à apprendre le métier de couturière. Une passion familiale héritée et reprise en main pour compléter notamment ses fins de mois en raison d'une retraite insuffisante. Mais pas facile de faire fonctionner la machine pour la couturière. Si le textile est un secteur d'avenir à Mayotte, il a encore bien du mal à attirer la clientèle. C'est très difficile parce que les gens ils n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui peuvent se le permettre, mais il y a aussi énormément de concurrence, surtout aussi de concurrence déloyale. Et chacun il doit trouver sa place et ça met quand même beaucoup de temps avant que les gens ils réalisent que voilà, là, chez elle, chez un tel, je trouve ce que je veux. Les Mahoraises de classe moyenne, elles sont tendance de s'approvisionner à l'extérieur. Donc ceux qui peuvent voyager, ceux qui ont de la famille en métropole, ils essayent par tous les moyens d'acheter là-bas. Mais ils ne pensent même pas qu'à Mayotte, ça pourrait exister. Alors que moi, je trouve très important qu'il y a des commerces de proximité, qu'il y a des commerces de qualité ici sur place. Et surtout pour des choses comme les soutiens-gorge, les vêtements, les chaussures, il faut quand même que le client ait la possibilité d'essayer et non pas acheter n'importe quoi. Un véritable parcours de combattant pour la franco-allemande. En témoigne son local situé à Mramadoudou. 40 mètres carrés de surface pour accueillir son magasin et son atelier. Coût du loyer entre 1500 et 2000 euros. J'aimerais bien avoir un local bien vu, bien arrangé, mais ce sont des rêves, donc il ne faut pas rêver de choses qu'on ne peut pas atteindre. Pour moi, c'est suffisant dans la mesure que je sais que je ne vais pas faire cette activité encore 20 ans. Et puis les loyers dans les environs, ils sont tellement chers que c'est inimaginable d'avoir quelque chose de plus grand. Autre difficulté pour l'entrepreneuse, le manque d'accompagnement notamment des banques. Un obstacle qui n'a cependant jamais freiné Maria et ne doit empêcher ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'ils font, c'est qu'ils ne se laissent pas dériver par les paroles des autres qui les découragent. Quand ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire et quand ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, qu'ils foncent et qu'ils n'écoutent surtout pas les gens qui vont les freiner. À Mayotte, le travail, il est tellement rare qu'on n'a pas le choix. Et puis surtout, ne pas se faire dérouter. Entreprendre n'a donc pas d'âge, la preuve avec Maria dont la date de naissance restera secrète. Elle espère tout de même engager dans les années à venir des employés pour le rayonnement de sa boutique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquezy.fr, sur YouTube, sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain avec le journal présenté par Pierre Bellucci dans la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.